à l'espace Lab dans ce salon des maires, ce congrès des maires. Ravi de vous accueillir. Soyez les bienvenus puisque cette séquence est dédiée à un enjeu majeur, consacré à un enjeu majeur qui est le soutien au commerce de proximité. Nous en parlerons d'ailleurs avec un grand témoin tout à l'heure qui va nous rejoindre et qui viendra clore cette séquence. C'est Gilles Averrousse, ancien ministre des Sports, maire de Châteauroux, président également de Ville-de-France, qui viendra souligner tous les propos et saluer tous les propos qui ont été tenus par nos deux invités qui sont des acteurs engagés. Isabelle Bastien, bonjour, directrice commerciale chez FDJ United, merci d'être là. Et Jean-Michel Detchard, président de Culture Presse, merci, bonjour. Pour commencer, peut-être pour celles et ceux qui ne vous ont pas encore vraiment identifié, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Isabelle, pour commencer, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Bastien. Je suis directrice commerciale à la Française des Jeux. Et si je voulais résumer mon rôle au quotidien, je dirais que je suis là pour aider plus de 29 000 commerçants partenaires à se développer, à se transformer. Et pour ça, en fait, je travaille très en contact avec le terrain, puisque j'ai la chance d'avoir une équipe de plus de 500 commerciaux qui sont répartis dans toute la France, donc qui sont dans tous les territoires. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive chaque matin, Isabelle, d'ailleurs? C'est une question que j'ai toujours rêvé de vous poser. Alors, ce qui me motive chaque matin, c'est de voir évidemment les projets se concrétiser, les commerçants partenaires se réinventer avec leurs points de vente, se transformer et reprendre confiance. Parce qu'en fait, ils sont vraiment solidaires entre eux. Et je dirais même que, en fait, je suis convaincue que le commerce de proximité a de l'avenir devant lui, et notamment si on est là pour l'accompagner. Et pour ce faire, je crois que la co-construction avec les élus locaux, les représentants des associations, les partenaires, les commerçants, est la bonne méthode. Voilà. Jean-Michel Detchard, c'est à vous. Bonjour à tous, ravi également d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je suis Jean-Michel Detchard, président de Culture Presse. C'est l'organisation professionnelle qui représente les 20 000 marchands de presse présents sur tout le territoire en France. Mon rôle, bien évidemment, c'est d'accompagner ces commerçants, mais aussi de défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, mais aussi au sein de la filière pour faciliter et valoriser la pratique du métier. Avant d'être président, je suis avant tout également marchand de presse moi-même. Je tiens une maison de la presse à Hasparren, une commune rurale au Pays Basque. Voilà, depuis 27 ans où j'ai repris l'affaire de mon père. Jean-Michel, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Quel est selon vous aujourd'hui le visage du commerce de proximité en France? Pas uniquement au Pays Basque, même si ça pourrait être un très bon exemple. On ne peut pas se le cacher, les commerces souffrent bien évidemment d'une agressivité des plateformes numériques. On le voit dans beaucoup de communes, les commerces ferment les rideaux au cœur des centres-villes. Heureusement, certains commerces résistent un peu mieux. On a les boulangers, nous-mêmes les marchands de presse qui gardons encore un fort maillage territorial et on en devient des fois parfois le dernier point de vue de repère des Français. Et donc, il est important que les municipalités s'engagent davantage pour sauvegarder tout cela. Tout à fait, c'est le but. Bien sûr. Quels sont les principaux défis auxquels les commerçants doivent faire face aujourd'hui, Jean-Michel Detchard? Les chiffres sont sans appel. Les Français plébiscitent de plus en plus le commerce de proximité. Selon une étude, 89% d'entre eux estiment que le commerce de proximité est essentiel pour la vie des cœurs, des villes et des villages. Cette tendance est amplifiée après le Covid. Et évidemment, cette mutation profonde est une véritable opportunité pour nous, les commerces, et notamment nous, commerçants marchands de presse, puisque la proximité, c'est notre ADN. Oui, parce qu'au quotidien, le commerce de proximité, il y a des gens. On peut le voir, il y a un contact humain, il y a une parole et tout ça, ça compte évidemment. Bien évidemment, ouais. On a un vrai rôle de lien social, tout à fait. Quel est le rôle du marchand de presse aujourd'hui? Le rôle du marchand de presse, comme je le dis souvent, nous sommes le premier commerce culturel de proximité. Tous les jours, nous permettons l'accès à l'information, à la culture, pour tout le monde, partout sur tous les territoires, quelles que soient les sensibilités, quelles que soient les opinions. C'est un véritable lien social que l'on a. Et c'est vrai que selon des études, 62% des Français sont rentrés dans un magasin de presse l'année dernière,
au moins une fois. Donc ça montre bien l'importance du marchand de presse dans le quotidien des Français. Exactement, c'est un lieu de vie et un lieu quotidien où les Français se retrouvent et où on peut fédérer. Isabelle Bastien, du point de vue de FDJ United, comment vous percevez l'évolution du commerce de proximité ces dernières années? Alors je dirais que le commerce de proximité est à un vrai point de bascule aujourd'hui. D'un côté, il est très ancré dans les territoires, il a une vraie fonction sociale, et de l'autre, il doit faire face à des mutations ultra rapides. La digitalisation des usages, les nouvelles attentes des consommateurs, mais également faire face à la pression concurrentielle des nouveaux grands groupes, les GAFA, sur les plateformes numériques. Comment ça se traduit sur le terrain, justement? Alors, sur le terrain, on a une diversité de situations. Il y a des commerçants qui ont envie de se réinventer, de se moderniser, et ils le font très bien. Et puis, il y en a d'autres, ils sont un peu plus timides, ils prennent du retrait, et en fait, ils sont souvent assez démotivés, voire perdus. Donc là, nous, on a un rôle à jouer, ça prend tout son sens. Nos équipes, elles sont là pour les accompagner, pour les stimuler, pour vraiment les valoriser. Et je dirais que le commerce de proximité a un très bel avenir devant lui, mais il doit se moderniser. Se moderniser, c'est peut-être l'un des mots, l'une des séquences fortes de cette table ronde. Jean-Michel Detchard, question simple, pourquoi se moderniser? Depuis quelques années, c'est vrai que le marché de la presse connaît un certain recul, c'est indéniable, et il faut voir la vérité en face. Mais comme le disait très bien Isabelle, c'est en même temps une invitation à se réinventer. Et le commerce évolue, et il faut que nous, marchands de presse, on soit aussi au rendez-vous de cette transformation. Se moderniser, ça ne veut pas dire se renier, mais plutôt se renforcer. C'est imaginer des nouveaux services, de nouvelles offres, et également former nos employés à tous ces nouveaux outils numériques. C'est comme ça que passera l'évolution de notre métier, en tout cas. Ça vaut évidemment pour tous les commerces, mais à vous écouter, c'est encore plus vrai pour la presse, pour le marchand de presse. C'est vrai que le produit presse lui-même, même si le commerce a évolué, le produit presse a également évolué. Je le dis souvent, avant nous étions des diffuseurs de presse, la presse s'achetait, on n'avait qu'à la mettre en place. Maintenant, nous sommes des vrais marchands de presse. La presse, pour être vendue, il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit bien présentée. Et ça passe aussi pour nous, marchands de presse, d'être mieux formés et de se professionnaliser. Et c'est créer ce lien social peut-être avec la modernisation. Alors, il existe des aides, Jean-Michel, pour moderniser. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste, cette aide à la modernisation? Depuis plusieurs années maintenant, nous avons une aide à la modernisation. Alors, il existe deux types d'aides. L'aide à la modernisation des outils informatiques et l'aide à la modernisation de l'espace de vente. L'aide, elle consiste... Donc, on sait que quand nos commerces se modernisent, parce que c'est une aide pour la modernisation, on le sait, l'acte d'achat et les fréquentations progressent. Nous avons obtenu depuis l'année dernière une aide renforcée pour les zones urbaines avec une prise en charge de 60% des dépenses éligibles, avec un plafond qui est passé de 12 000 à 25 000 euros pour qu'il devienne plus incitatif. Et pour les zones rurales, cette aide est prise en charge à 70% sans plafond. C'est une véritable avancée pour Culture Presse, notamment pour aider le commerce de ruralité. Et de plus, comme il existe une aide à la transformation également des buralistes, qui sont des commerces de proximité, cette aide est cumulable lorsque le marchand de presse fait également l'activité tabac. Est-ce que cela veut dire néanmoins que les marchands de presse sollicitent ces aides? Et si oui, quels sont les chiffres? Cette année, en 2025, à date, il y a 700 dossiers de modernisation qui ont été déposés. Un tiers concerne l'espace de vente et les 2 tiers concernent l'espace informatique. Ça montre quand même qu'il y a encore une frilosité des commerçants justement de se lancer dans une transformation totale ou en tout cas une modernisation totale de leur magasin. Mais tout ça par manque également d'apport. Alors certes, l'aide existe, elle est essentielle pour nous, mais elle est versée à la fin des travaux. Or, souvent, les commerçants manquent de trésorerie. Et on sait aussi combien les banques sont souvent quand même très prudentes lorsqu'il faut accorder des prêts. Bien sûr. Isabelle Bastien, vous avez également lancé un dispositif de soutien fin avril. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus avec FDJ United? Bien sûr, Lionel. Je peux vous en dire plus. On a lancé un dispositif en fait qui s'adresse aux marchands de presse
qui sont partenaires de FDJ, évidemment, et qui rencontrent les difficultés dont a parlé Jean-Michel juste avant. Ce dispositif, il est très concret. On propose en fait une avance sur commission aux marchands de presse qui peut aller jusqu'à 30 000 € et qui sera versée en 2 temps. Et c'est ça la spécificité, c'est qu'on va verser 50% de cette avance sur commission dès que les devis seront signés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a remarqué, et tu le disais, Jean-Michel, que souvent, les marchands de presse ou les commerces de proximité ne commencent pas les travaux parce qu'ils sont en manque de trésorerie. Donc en fait, leur donner tout de suite accès, dès les devis signés, à une avance, leur permet de mettre le pied à l'étrier et d'être un véritable booster de modernisation. Ils vont le faire. Donc ça, c'est hyper important. Quels sont les résultats de l'avance sur commission à ce jour ? Alors, les résultats, c'est très positif. On a lancé ce dispositif depuis fin avril, donc ça fait même pas 1 an, et on a déjà adressé plus de 3 millions d'aides aux commerçants partenaires afin qu'ils se modernisent. Donc ça, c'est en cours. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit que la majorité des dossiers atteignent le montant maximum de 30 000 € de demande d'aide. Ça prouve quoi ? Ça prouve tout simplement que nos commerçants partenaires, ils sont dans un vrai projet de transformation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement refaire la peinture, mais ils vont moderniser leur point de vente, du sol au plafond, l'éclairage, la signalétique, les matériaux. Et ils vont repenser le parcours du consommateur dans leur point de vente pour qu'il soit plus fluide. Et ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on veut simplement créer un lieu de convivialité, un lieu de vie qui permette tout simplement en fait, de faire rentrer plus de gens dans les points de vente et développer le chiffre d'affaires. Oui, avec peut-être un cercle vertueux pour les commerces de proximité. Je vais vous poser la question à tous les deux, mais on va commencer avec vous, Isabelle. Comment vous imaginez le commerce de proximité demain ? Alors pour moi, le commerce de proximité demain, ça devra être pas du tout qu'un simple lieu de transaction. Il va falloir qu'on propose une expérience, une véritable expérience. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait des services qui soient adaptés au territoire, et puis également en fait qu'on propose tout simplement d'être ancré dans le quartier, dans la commune, parce qu'en fait je pense que les commerçants partenaires doivent vraiment s'imposer comme des véritables acteurs du lien social, mais également relais de confiance, en fait tout simplement qu'ils deviennent des ambassadeurs du territoire. Jean-Michel Detchard, demain, le commerce de proximité, vous le voyez comment ? C'est vrai, comme le dit Isabelle, le commerce de proximité, c'est vraiment là où se tisse ce lien social, là où se croisent les générations. C'est encore plus vrai chez nous, les marchands de presse. On le constate tous les jours. Nos clients aussi maintenant recherchent une expérience d'achat, on va dire, plus fluide, plus moderne, mais tout en gardant ce contact humain. Bénéficier peut-être de conseils personnalisés, de pouvoir trouver dans nos commerces des offres plus enrichies qui vont au-delà même du produit presse. Moi, je reste convaincu que plus que jamais, en tout cas dans nos commerces, la qualité de l'accueil, la pertinence du conseil et la chaleur du lien social feront la différence. Absolument. Alors nous sommes, je le disais, mais vous n'êtes pas sans le savoir, au Congrès des maires, au Salon des maires. Il y a donc beaucoup d'élus, en effet. Isabelle, si vous aviez un message à transmettre à ces élus qui sont là, qui vous regardent, notamment, quel serait-il ? Alors, vous les élus locaux, vous avez un rôle essentiel à jouer. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que vous seriez les passerelles pour justement faire le lien avec toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les commerçants partenaires, mais c'est les collectivités, c'est les partenaires. Donc, on a vraiment besoin de vous pour ça, parce que si on avance ensemble, on sera plus fort et on aura les moyens de remettre le commerce de proximité au centre du territoire. Et ça veut dire qu'on pourra mieux soutenir la vie locale, mais aussi les emplois et bien sûr la cohésion sociale. Même question, peut-être pour vous adresser aux élus. Je sais que vous en voyez beaucoup, que sur le terrain également vous en croisez beaucoup, mais c'est l'occasion à rêver, Jean-Michel Detchard, pour lancer un appel encore aujourd'hui.
C'est vrai que le commerce de proximité, c'est vraiment le cœur battant de nos territoires. Nous, en tant que marchands de presse, on le constate encore plus parce que c'est vraiment notre ADN, pardon. Et on l'a souvent vu pendant la crise Covid. Heureusement qu'on était là, on était vraiment des vecteurs de lien social. Et il est essentiel que les municipalités s'engagent davantage, notamment pour préserver le commerce existant, mais également réimplanter dans les cœurs des villes des commerces de proximité. Parce qu'au final, sans commerce de proximité, il n'y a pas de vie locale. Est-ce que vous êtes optimiste, véritablement? J'imagine que oui, mais j'enfonce un peu des portes ouvertes. Mais On appelle est-ce qu'il y a une forme... Si, justement, mais j'aimerais que vous puissiez le transmettre aussi à toutes les personnes qui sont ici pour le commerce de proximité. Alors peut-être je suis bien placé pour en parler puisque je Oui. suis moi-même commerçant. Bien sûr. Bien évidemment, si je suis là et si je suis aussi engagé dans l'organisation professionnelle des marchands, c'est que je reste optimiste. J'ai repris l'affaire de mon père, ça fait 40 ans qu'on a la maison de la presse. C'est dans mon ADN également. J'y crois fortement. Maintenant, je sais que ça a évolué, que ça évolue peut-être plus rapidement, parce que comme on le dit avec les GAFA et les plateformes numériques, ça va beaucoup plus vite. Mais la presse, alors il y a le commerce de proximité, je parle du marchand de presse, mais le commerce de proximité en soi, c'est vital pour le cœur des centres-villes. On le voit, s'il n'y a pas de commerce de proximité, il n'y aura pas de vie locale. Et sans presse, comme on l'a vu dans certains comtés aux États-Unis, quand il n'y a pas de presse, les gens ne votent même plus. La presse, c'est vraiment un vecteur essentiel qu'il faut absolument préserver dans tous les territoires de France. Je vous pose une petite question personnelle. Vous disiez que vous avez repris le commerce de votre père. Est-ce qu'aujourd'hui, votre cas est un cas qui se reproduit dans les commerces locaux un petit peu partout sur le territoire? C'est-à-dire l'héritage, reprendre la tradition d'un métier, quel qu'il soit, et aussi le marchand de presse, parce que j'imagine que c'est une fierté aussi pour vous que de continuer dans le sillage de votre père. Alors c'est sûr que chez les commerçants indépendants, je dis bien parce qu'évidemment il y a des enseignes et que c'est moins la même chose pour les enseignes, mais chez les commerçants indépendants, alors moi je viens de la ruralité et au Pays Basque c'est vrai qu'on transmet souvent de famille en famille, mais je ne suis pas le seul. Mon vice-président Nicolas Logier qui est là de Sisteron a repris également la maison de la presse de son père. Manuela Asunsao qui est secrétaire nationale également, son père était commerçant. À un moment donné, être commerçant c'est aussi avoir un ADN. Alors je ne dis pas que c'est partout, certainement aussi pour des métiers peut-être comme boulanger, mais c'est différent parce qu'il faut avoir le métier manuel. Pour être marchand de presse, c'est vraiment aimer la presse, bien évidemment, mais aimer ce contact humain et avoir ce goût du lien social, c'est très important. Et c'est vrai qu'on le voit quand même chez les buralistes également, puisque Serdar Kaya en a parlé, le nouveau président, il a repris également l'affaire de son père. Bon, voilà, ça montre aussi qu'il y a de l'espoir. Et c'est important. Voilà, et vous êtes un bel exemple parce qu'il y a de la vie, il y a de l'émotion, de la sensibilité, mais de la vie et de la détermination. Et c'est un bel exemple, effectivement, d'un commerçant de proximité. Merci à tous les deux. On va clore cette séquence avec notre invité d'honneur qui nous fait l'amitié d'être là. Gilles Averrousse qui va nous rejoindre. Vous allez pouvoir vous installer ici et vous munir du micro qui vous est tendu, qui vous fait face. Donc, ancien ministre des Sports, maire de Châteauroux et président de Ville-de-France, qui est évidemment très inspiré par tout ce qui a été dit, mais qui est très au fait aussi des choses du commerce de proximité. C'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de cette thématique retenue par le groupe FDJ United. Pourquoi très heureux? Parce que à Ville-de-France, c'est l'association des villes moyennes, les villes de 10 000 à 100 000 habitants, plutôt préfecture, sous-préfecture, très investie dans la redynamisation des centres-villes, notamment à travers du dispositif Action Cœur de Ville qui a été initié par Jacques Mézard, le ministre à l'époque, et qui est porté avec des partenaires importants, j'allais dire même essentiels, la Banque des Territoires, Action Logement, l'Agence nationale de l'habitat, pour citer les trois principaux. La thématique, c'est comment soutenir les commerces de proximité des territoires. Je crois que pour les soutenir, déjà, il faut qu'il y ait de la clientèle. Il n'y a pas de commerce s'il n'y a pas de clients. Et donc, l'objectif premier des élus en termes de redynamisation des centres-villes, c'est de ramener de la population. Ramener de la population dans les centres qui, je veux dire, au fil du temps, ont vu principalement les classes moyennes partir en périphérie, s'installer dans des zones pavillonnaires parce que les taux d'imposition y étaient moins élevés, parce qu'on trouvait un habitat avec des jardins, ce qui correspondait à la demande. Et aujourd'hui, on a en centre-ville un habitat qui est plutôt ancien, encore quelquefois dégradé, pas forcément adapté à ce qu'attendent la population qui veut venir s'installer en centre-ville. On a une chance, c'est le vieillissement de la population.
finalement, ce qu'on présente comme un handicap pour notre pays, pour nous, pour nos centres-villes, c'est un atout. Mais il faut pouvoir capter cette population qui, habitant dans les zones rurales ou en périphérie, au moment de la retraite, quand on devient senior, j'allais dire senior plus, veut se rapprocher des services de proximité, les commerces, mais aussi les services de santé. Donc on a un gros travail à faire sur l'aménagement du logement pour le rendre accessible, mettre des ascenseurs si on peut, dans des ensembles immobiliers en centre-ville, reconquérir des espaces qui n'étaient pas. Il y a des opérations qui fonctionnent très bien. On a le groupe La Poste qui, par sa filiale immobilière, avec quelquefois des partenaires de résidences seniors comme les Jardins d'Arcadie, montant des programmes immobiliers. La Poste a souvent un immobilier important en cœur de ville, souvent des monuments de belle facture, des monuments historiques quelquefois, alors qu'on connaît l'évolution des bureaux de poste et le fait qu'il y a aujourd'hui moins de courriers qu'avant, plutôt une diversification des prestations qu'ils offrent, et donc des locaux qui sont bien moins occupés que précédemment, donc vraiment des locaux importants mais sous-occupés, qui sont transformés en habitat senior. Et ça, c'est important pour nos cœurs de ville parce que ça va ramener une clientèle qui est assez captive, qui consomme dans les environs. On a l'habitude de dire que 40% du chiffre d'affaires d'un commerce est fait par les habitants qui sont autour, les commerces de centre-ville, les autres étant constitués de clientèle qui vient en centre pour y travailler ou qui vient spécifiquement. Donc 40%, c'est quand même important. Donc, premier sujet, c'est ça, c'est l'habitat. Deuxième sujet, c'est de maintenir un environnement qualitatif, c'est-à-dire qu'on vient en centre-ville de plus en plus pour le plaisir, parce que l'offre commerciale, on peut la trouver sur Internet, on peut la trouver en périphérie, on peut l'avoir 24 heures sur 24. Le plus du centre-ville, c'est un peu le petit coup de cœur de venir se poser en terrasse. Mais on a besoin de garder un environnement qui soit agréable, végétalisé de plus en plus. C'est ce que nous demande aussi la population avec les îlots de fraîcheur. Ce qui est quelquefois compliqué, parce que qui dit végétaliser dit planter des arbres et dit quelquefois supprimer des places de stationnement. Ce qui est potentiellement pas très bien vu, évidemment, par le commerçant qui a besoin d'avoir une facilité d'accès. On a aussi des nouvelles formes de commerce qui apparaissent. On a tous vu et on continue à constater que les enseignes d'habillement, d'équipement de la personne souffrent beaucoup et qu'elles sont remplacées plutôt par du commerce, de la restauration, mais aussi du service aux seniors notamment. Et on évoquait ce matin avec la Banque des Territoires, parce qu'on est en train de travailler à une action cœur de ville 3e génération. Le deuxième volet se termine en 2026. Donc avec le gouvernement, il y a une urgence de travailler à ce 3e plan. On a pris connaissance ces derniers jours du rapport qui a été réalisé par Monsieur de Santoyant, le patron de la Banque des Territoires, Monsieur Schelcher de Système U, et puis Frédéric Macaré, qui est maire de Saint-Quentin et qui est vice-présidente de Ville-de-France, qui fait un certain nombre de préconisations, notamment aussi d'installer en centre-ville des enseignes de seconde main, de réemploi. On a aujourd'hui des dispositifs, je pense notamment aux éco-collecteurs de taxes, vous savez, sur les produits de vente neufs, qui pourraient permettre de financer, de rendre viable aussi de la remise en service de commerce en centre-ville. Il y a de l'artisanat aussi qui commence à revenir quelquefois en centre-ville. Voilà, il faut imaginer aujourd'hui un centre-ville qui est un peu différent de demain, parce que penser que les enseignes de vêtements vont revenir et vont se réinstaller de la même manière qu'avant, ce ne sera pas le cas. Voilà, il faut peut-être les concentrer un peu plus, nos centres-villes. Ils étaient très étalés historiquement, mais amener de la qualité, amener de l'habitat, les aider à se moderniser aussi. Réfection de façade, on l'a un peu tous, mais on avait historiquement un FISAC, un fonds interministériel de soutien aux activités artisanales et commerciales, qu'il faudrait réactiver au moins sur le volet verdissement. C'est-à-dire, on demande à nos commerçants de fermer leurs portes pour que la clim elle rafraîchisse pas l'extérieur, mais financièrement aujourd'hui ils n'ont pas les moyens. Les trésoreries sont quasiment à zéro, donc on a besoin de les aider dans cette modernisation qui leur permettra de baisser les charges. Et puis un sujet loyer, un sujet fiscalité. Et dans ACV3, il faut absolument que, dans Action Cœur de Ville 3e génération, il faut absolument que cet aspect loyer et cet aspect fiscalité soit mis sur le devant de la table. Parce que la fiscalité des commerces de centre-ville, elle a été calculée à une période où la rentabilité était très forte. Depuis, l'indice d'augmentation des loyers, il a explosé en même temps que la commercialité, elle baissait. Donc on voit l'effet de ciseaux que ça amène. Et quand on est un certain nombre de communes à avoir des aides à l'installation et donc à prendre en charge une partie du loyer la première année. Et donc on connaît maintenant, on voit les niveaux de loyer
commerce par commerce et zone partie de rue par partie de rue. Et donc on voit une tendance quand même à la baisse aujourd'hui, mais pour certains propriétaires c'est encore compliqué d'accepter une baisse des loyers. On a souvent des propriétaires qui habitent pas dans nos centres-villes, qui habitent même pas la ville, qui sont des foncières, qui sont loin et qui sont pas du tout gênés par avoir un local vide puisqu'ils font du déficit foncier. Finalement le coût de cet établissement réduit leur imposition globale de la SCI nationale. Donc dans le rapport on a une disposition qui va permettre d'annuler cet avantage en fait d'avoir un local commercial vacant. On a aussi une taxe sur les locaux commerciaux vacants qui n'est pas dissuasive, qui est simplement aujourd'hui une revalorisation de 10% la première année. Au bout de 2 ans de fermeture du local, on va réduire à 6 mois la mise en place de la taxation et on va l'augmenter à la main des collectivités pour la rendre plus dissuasive, pour inciter les propriétaires s'ils ne veulent pas chercher un locataire à vendre le bien ou à le céder à la collectivité, voilà, pour le remettre en activité. Mais il y a urgence aujourd'hui à mettre en place cette batterie d'aide parce que la situation de nos commerces, elle est très difficile, mais elle est très difficile à court terme. Chaque année, on attend Noël en disant Noël, ça va être une bonne période. Simplement, c'est pas Noël où vous faites tout votre chiffre d'affaires de l'année. Et le démarrage de cette année 2025, il a été difficile. La rentrée scolaire a été moyenne. Septembre, c'était pas bon. Octobre, c'est un peu meilleur, mais on n'est pas à l'abri que ça continue à rebaisser. Donc il y a vraiment besoin d'une mobilisation globale. Et encore une fois, merci de mettre ce sujet sur le devant de la table parce que depuis 2 ans qu'on a alerté les pouvoirs publics, on a vraiment peiné à faire entendre alors l'instabilité gouvernementale et pas non plus. Mais là, on a la chance d'avoir une ministre, Madame Louwagie, et Monsieur Papin, 2 ministres qui ont pris vraiment le dossier à bras-le-corps. Voilà. Et je ne reviendrai pas sur le sujet du numérique et de la taxation. Ce matin, on nous donnait les chiffres. 80% des colis qui arrivent et qui sont contrôlés aux douanes sont non conformes aux normes européennes. 92% des batteries de téléphone qui sont importées sont dangereuses. Et voilà. Donc tant qu'on n'appliquera pas des contrôles aussi très réguliers sur ce qui est livré et qu'on taxera pas de manière suffisamment dissuasive les petits colis, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à résoudre le problème global. Voilà, donc il y a vraiment une mobilisation, je crois, aujourd'hui comme jamais, mais il y a une urgence à le faire. Et on est à plein, évidemment, et on en parle au cœur de ce Salon des maires. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Gilles Averrousse. Merci infiniment pour tous ces éléments. Merci à Isabelle Bastien et à Jean-Michel Detchard. On continue évidemment à échanger. On va céder la place évidemment à une autre table ronde dans quelques minutes. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt. Bon salon.